voici donc dans une atmosphère de Dolce Vita, une atmosphère à la fois euphorique et même d'une certaine manière en pleine ébriété, on le voit. Et à un moment, un personnage de femme qui s'est retrouvé à la fois humilié, chosifié dans cette espèce de carnaval qui peut tourner mal à tout moment, et nous sommes en Italie où on peut, pour un coup de couteau, pour moins que ça, quitter un destin, eh bien la fête est finie. Cette fête-là, cette atmosphère-là d'une espèce de décadence, d'une classe aristocratique qui se retrouve après une bataille, après une catastrophe relativement désœuvrée, qui n'a de cesse que de vivre cette espèce de d'ivresse, eh bien, est à mon sens une manière pertinente d'entrer dans le sentiment particulier qu'est Lorenzaccio, un certain rapport à l'histoire, un certain rapport au temps, et finalement un certain rapport au sens et à la manière dont ce sens est vécu à la fois par un homme, Lorenzo, et par une cité. Dans notre cheminement sur ces figures du héros, ces différentes figures de l'héroïsme, nous avons rencontré Macbeth, héros du mal, une sorte de chevalier négatif qui inverse le motif chevaleresque. Nous avons rencontré ensuite Don Juan, héros de la séduction, héros du désir, héros infini qui va jusqu'à une forme d'absolu qui inclut sa propre destruction. Nous avons rencontré précisément l'étape suivante du libertinage, Merteuil et Valmont, ces héros de la destruction dans une sorte d'appétit de conquête qui se réduit à un boudoir et qui finalement fait de l'autre la victime et la cible. Et nous voici maintenant à une autre étape, car il s'est entre-temps passé quelque chose de fondamental, et cette petite chose n'a d'autre nom que la Révolution française. Entre les Liaisons dangereuses, 1784, et Lorenzaccio, 1834, exactement un demi-siècle. Et ce demi-siècle a été plus que des époques entières. Il s'est joué là un tournant dans l'histoire, notamment parce que l'histoire, en tant que telle, a surgi. Elle a surgi comme une nouvelle force, comme une dynamique, comme un possible, et elle a finalement induit d'autres conceptions du temps, une conception du temps révolutionnaire, précisément, une autre manière de concevoir le temps, le devenir, et finalement, la transformation à la fois de l'individu et de la société. Et Lorenzaccio, en quelque sorte, marque la retombée de cet espoir révolutionnaire, une espèce de sentiment d'après-coup, de vanité, de désœuvrement, une forme de Dolce Vita, mais qui n'a plus d'objet, qui n'a plus d'enjeu, d'autre que s'enivrer, s'étourdir entre soi, avec un faible espoir, une faible référence pour l'idéal, et finalement une grande lucidité désenchantée. Si cette pièce nous fascine aujourd'hui encore, Lorenzaccio, c'est sans doute parce qu'elle est l'une de nos très rares pièces shakespeariennes, peut-être même la seule, et que, d'une certaine manière, même les grandes pièces de Victor Hugo, qui est un génie, on connaît le mot d'André Gide, lorsqu'on lui demandait quel est le plus grand poète français, répondait Victor Hugo, hélas. Eh bien, même Victor Hugo, avec la puissance de ses drames romantiques, quand il est le pionnier en France, à mon sens, n'a pas atteint, à certains égards, la complexité shakespearienne de cette œuvre de Musset, qui est une sorte d'apax, c'est-à-dire d'objet unique dans le théâtre français. Pourquoi cette pièce est toujours plus moderne? Pourquoi ce désenchantement nous parle? Eh bien, c'est ce que nous allons ensemble examiner avec cette figure particulière d'un héroïsme qui, d'avance, programme et d'une certaine manière projette son propre échec. Qu'est-ce que ce héros qui court à sa perte en le sachant et, d'une certaine manière, en bravant l'humanité par son échec même? Qu'est-ce que ce sentiment de désenchantement? Qu'est-ce que ce rapport à l'histoire? Eh bien, pour le comprendre, il faut d'abord se demander ce qu'est cette histoire vécue ainsi, une histoire que j'appellerais à rebours. Et cette histoire à rebours implique d'abord de comprendre ce qu'est la conception du temps particulière qui est développée par le temps révolutionnaire. Si on réfléchit aux différentes conceptions du temps, telles que historiquement elles ont pu se présenter, la conception la plus traditionnelle, pourrait-on dire, est une conception circulaire du temps. L'ordre des saisons. Les choses passent et puis reviennent, comme le printemps, où tout bourgeonne, comme bientôt les cerisiers seront en fleurs. Eh bien, régulièrement, les choses reviennent à leur place, selon un cycle naturel, et ainsi,
dans la vie des hommes, pendant des générations et des époques entières, le temps a été rythmé de façon circulaire. Il est encore d'une certaine manière dans nos vies, la semaine avec ses week-ends, avec ses retours, avec ses vacances, son année scolaire, ne sont autres que l'héritage de ce temps circulaire dont nous faisons l'expérience. Un temps qui revient et d'une certaine manière à la fois identique, un peu le même et un peu autre, eh bien c'est le temps qu'on pourrait appeler le temps traditionnel, une expérience du retour, du même, un peu transformé. Il existe une autre forme d'expérience de la temporalité, qui a été observée par des anthropologues notamment, dans les sociétés qu'ils appellent les sociétés froides, c'est-à-dire avec une expérience du temps qui n'est pas une expérience du devenir essentiel, et comme une sorte de présent. Un présent finalement dans lequel on se serait installé et où il n'y aurait pas d'autre temporalité que ce maintenant, dans lequel on vit, sans connexion particulière avec d'autres moments. On va voir que, j'en parlerai à la fin, que ça n'est pas sans nous rappeler une certaine expérience de notre temps contemporain. Et puis, par la suite, est apparue une autre conception du temps. Je parle à un niveau collectif et pas seulement à un niveau individuel, parce qu'évidemment, au niveau individuel, nous avons l'expérience des âges de la vie, comme dans ce tableau de Jérôme Bosch, vous voyez 7 figures de femmes aux différents âges de la vie, de la jeune fille à la vieille femme, et on la voit ainsi se développer. Donc nous avons dans nos vies, évidemment, ce sentiment des âges de la vie, de façon plus ou moins graduelle, plus ou moins continue, des étapes. Mais à un niveau collectif, une autre expérience du temps est advenue, c'est une expérience d'un temps linéaire, progressif. C'est-à-dire un temps où chaque époque, d'une certaine manière, constitue une avancée par rapport à une époque antérieure. Cette conception-là est en fait relativement récente. Parce que si vous prenez par exemple une autre conception du temps, qui est celle des Romains, l'histoire est vécue comme une décadence. C'est-à-dire que la conception linéaire du temps est une conception descendante. Les Romains, pour dire les anciens, parlent des meilleurs. Les choses qui étaient avant nous étaient meilleures. Avant est synonyme de meilleur. Parce qu'il y a une antériorité. Et si vous lisez les historiens latins, vous avez l'impression qu'ils sont en décadence depuis l'origine. Ils n'ont jamais cessé d'être en décadence. Si vous comparez la petite bourgade de Rome à l'empire, par exemple, de Marc-Antoine, ou l'empire, même prenons Adrien, voilà, à un moment où l'empire est à son apogée, et bien pourtant, le sentiment interne est celui d'une décadence morale, d'une décadence continuelle, et que finalement, le temps est une forme de chute. Une chute perpétuelle par rapport à un idéal. Donc, cette conception décadente, qu'on considère aujourd'hui quand on parle des déclinologues, c'est-à-dire que le temps nécessairement induit une dégénérescence, cette conception-là du temps a prévalu à différents moments de notre histoire, depuis les Romains par exemple, après les grandes catastrophes. Vous prenez la Première Guerre mondiale, la crise de l'esprit de Paul Valéry, qui dit que les civilisations sont mortelles, ou bien après la Deuxième Guerre mondiale, donc des moments où on a considéré que le temps n'était plus un progrès, mais une décadence. Néanmoins, cette conception, troisième conception du temps, si vous voulez, linéaire, donc linéaire en l'occurrence décadente, eh bien, elle est en dialogue, si j'ose dire, avec la conception progressiste, c'est-à-dire d'un temps comme progrès, où chaque étape, pour le coup, est une avancée, et donc il y aurait une forme de capitalisation du temps. Le temps serait un progrès avec chaque étape qui permettrait de s'élever de façon graduelle et continuelle, ainsi. Cette conception-là du temps, qui pour nous peut être évidente, elle n'est pas finalement si ancienne que cela. Elle s'est vraiment produite à un moment, disons, considéré comme la Renaissance à un niveau collectif, au moment où on considère que, eh bien, oui, il y a un progrès non seulement individuel possible, mais elle va surtout se développer avec les Lumières, avec l'invention de cette chose qui s'appelle l'histoire. Alors vous me direz qu'il y a toujours eu des historiens, oui, mais quand Salluste, par exemple, examine les différentes guerres, qui prend un moment de vie, ou lorsque Tacite examine eh bien, un moment d'un empire, enfin d'un empereur, eh bien, ils examinent des séquences, ils examinent des moments qu'ils éclairent. Mais cette conception-là d'un temps, et même non seulement d'un temps, mais d'une histoire, c'est-à-dire une espèce de devenir collectif, et qui va permettre de se projeter vers l'horizon, c'est vraiment, me semble-t-il, à cette échelle-là en tout cas, et avec la possibilité de réalisation, une invention des Lumières. L'histoire, le progrès historique. Prenez Condorcet, qui imagine ainsi des époques successives, qui est l'un des théoriciens les plus importants de ce concept de progrès. Eh bien, Condorcet
l'un des derniers philosophes, à la fois assez vieux pour avoir connu tous les grands philosophes, Voltaire, Diderot, etc., et assez jeune pour vivre la Révolution française, c'est le seul, puisque Voltaire, Diderot, Rousseau sont déjà morts, bien lui, il est à cheval entre les deux, et il imagine ce progrès humain qui va ainsi aboutir à ce qui est dans son ouvrage Esquisse d'un tableau sur le progrès humain. Il imagine une époque ultime, qui serait une époque utopique, où tous les problèmes sont réglés, où la société devient parfaite. Eh bien, même si l'utopie est un motif ancien, parce que Platon, on le sait, a dressé des tableaux d'utopie, on sait que Thomas More, au XVIe siècle, a inventé un pays qui serait parfait, qui s'appelle l'utopie. Donc ce motif de l'utopie, de la cité idéale, a toujours existé, mais une utopie à laquelle l'histoire permet d'arriver, voilà quelque chose de très différent. C'est-à-dire qu'il y a désormais entre l'utopie et le réel un pont. Et ce pont n'est pas la mort, comme dans le christianisme, puisque la mort est ce qui permet de passer d'une vie qui a été vécue le mieux possible à cet idéal, l'autre cité, comme le dit Augustin, la cité de Dieu, et donc on passe d'un état qui est un état, si vous voulez, mondain, terrestre, etc., à un monde absolument meilleur, idéal, on le passe par l'état qui est la mort. Eh bien, on ne passe plus d'un monde normal, si je veux dire, d'un monde même déchu par le péché originel, à un monde idéal par la mort, on y passe par l'histoire. Ce qui est évidemment quelque chose de très différent. C'est-à-dire qu'il est possible d'accéder, vivant, à ce monde-là. Comment? Eh bien, c'est ce que l'expérience fondamentale de la Révolution va introduire dans le temps, c'est-à-dire par une forme de court-circuit, une forme d'accélération du temps, qui fait que vous passez d'un état à un autre, et donc cette conception du temps nouvelle, le temps révolutionnaire, est radicalement différente. C'est-à-dire que c'est un temps où l'événement se cristallise avec une espèce d'intensité radicale. Il se passe quelque chose qui immédiatement vous projette dans une autre dimension, un autre niveau du temps. Vous savez que pendant la Révolution française, tous les jours il se passe quelque chose. Que les mots changent de sens parfois de jour en jour. Et qu'il y a ainsi une espèce d'hyper-densité de l'événement qui est consignée. Et il se passe ainsi en 10 ans, si on considère que la Révolution française dure de 1789 à 1799, et puis les manières de considérer la Révolution française. Vous savez qu'un historien, par exemple, comme François Furet, historien de la Révolution française, considère qu'elle a duré un siècle, puisqu'il a fallu attendre la Troisième République, et précisément 1879, le moment où les Républicains ont gagné la majorité à une assemblée, eh bien, pour considérer que la République devient une réalité. Donc, on peut considérer que la Révolution française a duré 5 ans, 10 ans, un siècle. Une des questions qui se posent pour la Révolution, d'ailleurs, c'est quand est-elle terminée? À quel moment une révolution commence? C'est une question difficile. Mais quand se termine-t-elle? Quand devient-elle, finalement, une institution, au sens où on a basculé d'un moment, d'une dynamique, à une autre forme de société? Ce qui fait dire d'ailleurs au philosophe Bergson que ce qui est le plus révolutionnaire possible, c'est l'évolution, et qu'une évolution est une révolution qui n'en a pas l'air, avec à la fois le R initial et l'air ce qu'elle semble. Donc, la question de la temporalité de l'événement, en l'occurrence la temporalité de la révolution, est extrêmement importante, puisque c'est une forme radicale d'événement, puisqu'on sait que la révolution, c'est ce changement violent d'un système à un autre, violent au sens radical, qui peut d'ailleurs en général se traduire par une violence historique, mais il y a des révolutions économiques, des révolutions industrielles, qui sont des changements, mais qui ne sont pas violents au sens, n'entraînent pas forcément de sang, mais en tout cas font basculer d'un système à un autre. Donc transformation radicale d'un système à un autre, qui a un impact global, voilà ce qu'est une révolution. Et cette révolution, elle implique une expérience du temps radicalement différente des expériences précédentes. On n'est plus seulement dans le temps circulaire, on n'est évidemment plus seulement dans un temps linéaire continu, on est dans une forme de court-circuit qui fait que vous pouvez avoir une conception d'un temps progressif comme ça, et vous sautez à un autre niveau, et ainsi, il s'est opéré ce que j'appelle un court-circuit. D'ailleurs, le philosophe Walter Benjamin, dans ses théories sur l'histoire, donc philosophe allemand, il écrit, ses thèses sur l'histoire, qu'à un moment, durant la Révolution française de 1848, celle-là, il y a cette phrase, ils ont tiré sur les cadrans. Les révolutionnaires tirent sur les cadrans. Comme s'il s'agissait d'arrêter le temps des horloges. Comme s'il s'agissait d'une certaine manière de figer l'instant absolu, à la fois d'arrêter le temps et de mettre le temps hors de ses gonds, comme le dit Hamlet, time is out of joint, le temps est hors de ses gonds, une manière de désaxer le temps, on n'est plus dans le temps simplement dans sa continuité.
Eh bien, il faut bien comprendre cette expérience du temps révolutionnaire et sa puissance pour mesurer, après, ce que va être le sentiment de sa perte. C'est-à-dire de ne plus être dans un temps du possible, du devenir, de la transformation, un temps où, oui, le monde idéal eh bien, est possible, et on y arrive par saut, et non plus seulement par petits progrès, mais au contraire, il semble qu'après la Révolution, une retombée s'est opérée. Et c'est évidemment une des manifestations de l'orientation, je vais y venir. Donc, dans ces conceptions du temps, le temps révolutionnaire est le temps qui est un temps à la fois vécu et un temps, j'allais dire, mythifié, idéal, en particulier au XIXe siècle, puisque vous savez que nous sommes, nous Français, spécialistes de la Révolution, à la différence des Américains, qui font une révolution et qui font une constitution, la Révolution qui a une guerre d'indépendance de 1776 et qui devient une constitution, 7 ans après, en 1783. Et cette constitution, eh bien, les Américains l'abandonnent. C'est-à-dire qu'ils la transforment petit à petit, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, la prohibition, c'est un des amendements de la Constitution américaine. Et donc, quand vous voulez transformer, là, et vous organisez une modification. Mais nous autres Français, non. Ce que nous aimons faire, c'est prendre une constitution, la déchirer et en écrire une nouvelle à la faveur d'une révolution. Ainsi, depuis la Révolution française, nous avons connu pas moins de 2 empires, un certain nombre de monarchies, avec la Restauration, la monarchie de Juillet, 4 républiques, si on compte la première qui n'a pas existé, le régime de Vichy, etc. Donc une bonne dizaine de régimes en un siècle et demi, 2 siècles et demi, disons, qui dit mieux. Voilà. Et quant aux Anglais, aux Britanniques, ils n'ont même pas de constitution, ils ont une charte, et certes il y a des révolutions, mais c'est révolution mais qui n'a pas ce caractère de table rase qui nous caractérise. Il y a donc dans l'expérience française du temps révolutionnaire une dimension de radicalité qui va devenir un mythe jusqu'en mai 68, où du passé faisons table rase, et faisons table rase sur les barricades, etc., avec cette espèce d'appel de la Révolution. Il faut donc bien comprendre que dans l'orientation, il y a une certaine manière de reprendre une logique shakespearienne de l'histoire avec son chaos, et en même temps d'y porter l'espérance révolutionnaire dans sa logique française de table rase, pour reprendre à zéro, et d'une certaine manière aboutir à un monde non seulement meilleur, mais d'une certaine manière idéal. Comme le dit Lorenzo dans la pièce, prends garde Philippe, tu as pensé au bonheur de l'humanité. Rien de moins. Le bonheur de l'humanité, il ne s'agit pas simplement de remplacer un roi par un autre, non, non. Le bonheur de l'humanité. On est donc à cet enjeu-là, si vous voulez, d'abstraction, à cet enjeu-là d'enjeu, si j'ose dire, et c'est pour cela que la Révolution est une sorte de retournement complet, et sans doute que c'est une des logiques de la Révolution, que de renverser, c'est une des interprétations que ce tour à 180 degrés de la Révolution. Comme le dit Brecht, par exemple, dans Sainte-Jeanne des Abattoirs, je prends ce qui est en bas et je le mets en haut, la Révolution est une balançoire, qui n'est autre, évidemment, que une transformation de la parole du Christ. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Il y a une lecture de Christianisme qui est révolutionnaire, comme une inversion, et d'ailleurs, symétriquement, un certain nombre de logiques révolutionnaires vont reprendre le motif chrétien de cette inversion radicale. Donc, dans le temps révolutionnaire, il y a à la fois la possibilité d'inverser, mais, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, à supposer que ça ne l'était pas déjà, parce que je trouve que ce temps révolutionnaire est particulièrement fascinant, il y a également le tour complet au point d'origine. En effet, qu'est-ce qu'une révolution en astronomie? Quand on dit qu'un astre accomplit une révolution autour d'un astre, c'est d'ailleurs même l'origine du terme révolution, il effectue un tour complet. Donc quand vous faites une révolution en astronomie, vous revenez à votre point de départ. Il y a donc dans la révolution à la fois le motif du court-circuit et le motif du temps circulaire qui revient à son point d'origine. Et c'est d'ailleurs pour cela que la plupart des révolutions ont mimé des révolutions intérieures. La Révolution française se pensait à travers la République romaine. Elle se pensait avec des Brutus, avec un Sénat, elle se pensait ainsi dans le modèle canonique des anciens. La République romaine, qui elle-même, lorsque on arrive à la fin de la République, a essayé de réactiver la Révolution de l'origine. Et quand vous prenez ensuite la Révolution de 1848, que fait-elle? Eh bien, elle va faire un nouveau calendrier, en tout cas elle le pense, elle réactive une première République en faisant une deuxième, donc elle se branche sur la Révolution française. Et que fait la Commune de Paris? Eh bien, elle s'appelle Commune parce que la Commune est une invention de la Révolution française. Et que fait la Révolution russe? Eh bien, lorsqu'elle dure un jour de plus que la Commune de Paris, Lénine danse pieds nus dans la neige. Autrement dit, chaque révolution s'est pensée comme une manière d'activation, un retour à une précédente, qu'elle transforme et qu'elle, d'une certaine manière, qu'elle réalise jusqu'au bout. Donc la révolution, tant extrêmement complexe, à la fois
sans progrès, progrès discontinu par court-circuit, accélération et densité du temps, et en même temps réactivation circulaire. Alors à partir de là, dans ces conceptions du temps, il y a deux interprétations possibles, de lecture possible. Une lecture qui est une lecture que j'appellerais optimiste, qui est la lecture finalement qui a été prévalente pendant un certain temps, jusqu'au XXe siècle, qui traverse différents moments historiques. D'abord, d'une certaine manière, la conception chrétienne, puisqu'il y a un progrès possible. Il y a, avec cet autre monde dont je vous parlais, eh bien, oui, il y a un salut, et vous serez sauvés, certes pas dans ce monde-ci, Nietzsche en a beaucoup moqué, mais dans l'autre monde, vous serez sauvés. Et donc, il y a un progrès. Je parlais de l'humanisme de la Renaissance, avec l'individu, avec les valeurs de perfectionnement. Eh bien, oui, il y a un développement possible. Il y a donc là aussi le temps considéré comme progrès, comme avancée. Et avec l'invention au XVIIIe siècle du bonheur, de la liberté et de l'histoire, là, effectivement, on est toujours dans une conception qui ajoute, additionne, avance. Et enfin, évidemment, le moment révolutionnaire français, enfin, d'abord américain, français, et tout le siècle révolutionnaire qui est le XIXe siècle, jusqu'à la Révolution russe, se pense avec une histoire qui est progrès, et progrès avancé saut. On pourrait appeler, si vous voulez, cette lecture une forme hegelienne de l'histoire. Hegel, vous savez, ce grand philosophe idéaliste allemand du XIXe siècle, qui écrit au moment où Napoléon conquiert l'Europe, il écrit d'ailleurs qu'il a vu passer l'esprit à cheval, à Iéna, le professeur, et que cet esprit, c'est l'esprit en marche qui fait en sorte que la conscience, la raison, la liberté se répandent à travers le monde. Et pour Hegel, l'histoire est progrès parce qu'elle est progrès de la raison et progrès de la liberté. Donc cette lecture, qui est une lecture qu'on pourrait appeler quasiment messianique de l'histoire, qui fait que l'histoire avance successivement. D'abord, elle existe, premièrement. Je vous rappelle qu'on nous a annoncé ça il y a 20 ans. L'histoire est morte, enfin l'histoire c'est terminé, l'histoire, n'y pensez plus, c'est bien nul. Donc, en l'occurrence, l'histoire, on y a cru, et on y a cru de façon que j'appelle optimiste, de façon quasi messianique, c'est-à-dire comme une marche en avant, qu'elle procède par évolution, par révolution. Et cette lecture-là, hegelienne, elle donne à son tour naissance à deux lectures. D'abord, d'une certaine manière, sur un plan sentimental, un optimisme romantique, c'est-à-dire le sentiment que, oui, de façon viscérale, il y a cette amélioration de l'humanité. C'est bien le point de vue de Victor Hugo, qui prévoit dans ses textes politiques les États-Unis d'Europe. Voilà. Un jour, il y aura les États-Unis d'Europe, voilà, du XIXe siècle, qui prévoit l'abolition de la peine de mort, qui dit un jour, le droit et la loi vont se rejoindre. La loi, ce sont les lois contingentes, c'est ce qui se passe, c'est ce que nous décidons. Le droit, c'est le droit absolu, l'utopie. Et l'histoire n'est que la réduction entre le droit et la loi, jusqu'à ce que finalement, il n'y ait plus que le droit, c'est-à-dire la justice, d'une certaine manière absolue, qui existe. Conception messianique, romantique, et c'est d'ailleurs la préface de ces discours, le droit et la loi, qui cristallise cet optimisme-là. Premier volet de la lecture que j'appellerais sentimentale. Deuxième volet de la lecture optimiste, la lecture marxiste, qui là ne parle plus, si vous voulez, simplement du sentiment ou de l'humanisme, mais qui vraiment, de façon matérialiste, va vous dire, oui, l'histoire progresse, et l'histoire, elle va nécessairement aboutir, eh bien, à une forme de justice sociale, puisque les premiers seront les derniers seront les premiers, et que ce qui a été le moteur de l'histoire, c'est-à-dire la lutte des classes, va se résoudre un jour, de façon mécanique et de façon nécessaire. Il n'y aura plus de lutte des classes, nous serons tous frères. Quand, à un moment donné, mais en tout cas, la mécanique de l'histoire, le progrès de l'histoire, va aboutir à cela. Voilà, si vous voulez, au moment où nous sommes, c'est-à-dire aux alentours des années 1840, le reste de la chose, c'est précisément 1834, mais disons, dans ce milieu du XIXe siècle, dans cette retombée de la Révolution française, voilà deux raisons d'espérer, romantiques, si vous voulez, et marxistes, deux lectures optimistes de l'histoire, qui font que oui, on peut croire encore en la Révolution, on peut croire qu'elle va transformer la France, l'Europe et donc le monde, comme le dit Hugo en toute simplicité, si c'est bon pour la France, c'est bon pour le monde, et donc cette révolution universelle va servir de façon générale. Eh bien, cette conception-là, qui est, je pourrais dire, philosophiquement, sur un certain plan majoritaire, et au sein du romantisme, par exemple, majoritaire, elle est évidemment totalement contredite par cette espèce
d'enfant terrible, d'astre noir du romantisme qu'est Alfred de Musset. Musset, lui, c'est mon troisième point sur cette conception du temps, après les avoir montré, puis avoir montré le rapport optimiste à l'histoire, eh bien, Musset, lui, va proposer une vision radicalement désenchantée de l'histoire. Non, l'histoire n'est pas un progrès. Non. Elle n'est pas un progrès, elle est une décadence, même pas forcément au sens où les Romains l'entendaient, c'est-à-dire toujours pire moralement, toujours plus d'orgie. C'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter le début de la Dolce Vita, enfin la fin de la Dolce Vita, exactement. On aurait pu montrer aussi le début. Donc on n'est pas simplement dans ce sentiment qu'il y a une grandeur passée, que par force esthétique, on est arrivé simplement à une jouissance sans objet. Il y a, au-delà de ça, dit Musset, une vanité absolue de l'histoire, et donc une vanité de l'action. Pourquoi? Eh bien parce que, tout simplement, l'histoire n'est pas une marche en avant, mais une simple répétition, voire un piétinement. L'histoire, d'une certaine manière, est plutôt machiavélienne que hegelienne. Que dit Machiavel? Machiavel dit qu'il existe dans le monde des forces, et que ces forces agglomérées, mises ensemble, constituent ce qu'il appelle la fortune. La fortune, c'est la somme de toutes les volontés individuelles, de tous les hasards, de tous les déterminismes. Et tout cela est absolument imprévisible. Une sorte de théorie du chaos avant l'heure, si vous voulez. Rien n'est déterminé, au contraire d'une lecture qui serait une lecture, voilà, nous avançons dans l'histoire par progrès, par étapes, rationnellement, chaque étape est meilleure que l'autre. Non, non, chaos, répétition, inutilité, vanité, etc. Décadence aussi. Et donc, ce que Musset perçoit, lui, ça n'est pas que la Révolution française a existé, qu'elle a posé un certain nombre de socles, les socles de Napoléon notamment, qui vont durer encore jusqu'à nos jours. Non. Ce qu'il voit, lui, c'est que nous sommes revenus, avec la Restauration d'abord, et avec la monarchie de Juillet, surtout, à moins qu'avant, d'une certaine manière. Qu'est-ce que la monarchie de Juillet, pour l'aristocrate qui est Alfred de Musset? Eh bien, c'est le pire, puisque c'est une compromission entre, d'un côté, un roi qui n'en est pas vraiment un, et puis des forces de l'argent, de la bourgeoisie. Et donc, on a une révolution qui a été volée. Que s'est-il passé en 1830, avant une autre révolution? Il s'est passé que le peuple de Paris chasse le dernier Bourbon, le frère de Louis XVI, le deuxième frère, Charles X, et chassant Charles X, il pense enfin établir une république. Comme le dit Musset, la plus belle. Et que lui montre-t-on, que lui offre-t-on? Eh bien, Lafayette, ce héros de la Révolution française, sur le balcon de l'hôtel de ville, s'avance, fait s'avancer le cousin orléanais des Bourbons, et dit, la meilleure des républiques, la voici. Et ainsi, la France se retrouve à nouveau avec un roi, alors qu'elle voulait une république. Et donc, ce sentiment d'avoir été floué, de s'être fait voler la Révolution, cette espèce de rumination qui va durer durant une bonne partie de la monarchie de Juillet, et qui, d'une certaine manière, va se reproduire lorsque la Révolution de 1848 aura lieu, et que 3 ans plus tard, un coup d'État donnera naissance à un empire. Vous prenez le 19e siècle, c'est l'histoire d'une succession de révolutions ou confisquées ou avortées. Jusqu'à la Commune de Paris qui sera littéralement liquidée. Donc, évidemment, que l'espèce de croyance dans une révolution nécessaire et une espèce d'atteinte de l'idéal pour Musset est un fantasme. Ça n'existe pas. Musset n'est pas attentif aux pierres, aux jalons qui sont posés. Puis ce qu'il voit, c'est les espoirs qui sont détournés et la manière dont finalement il n'y a plus de raison de croire et de raison d'espérer. Et donc, Lorenzaccio est une machine de guerre contre l'idéalisme. C'est une manière de dire, ne croyez pas à l'histoire, ne croyez pas à ce progrès-là. Alors, pourquoi? Pourquoi ce désenchantement-là, et sur quoi porte-t-il exactement? J'ai bien dit qu'il s'agissait d'une dimension collective. Et c'est la deuxième dimension que je souhaiterais évoquer avec vous. Cette histoire vécue comme un rebours, elle s'applique à la cité. Et à une cité, au sens de communauté politique, qui vit sous l'emprise d'un tyran. La cité comme idéal et le tyran comme réalité. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cette tyrannie d'abord,
qui nous est présenté avec le millefeuille qui est la pièce Lorenzaccio, j'y reviendrai. Qu'est-ce que cette manière de montrer à la fois un idéal et sa ruine? D'abord, il faut partir de la République. La République est le modèle rêvé, le modèle idéal. République, vous savez, ça veut dire chose publique, res publica, autrement dit, c'est le régime dans lequel la communauté politique ne dépend pas d'autre chose. Elle est autonome au sens où Kant dit que l'autonomie, c'est se donner sa propre loi. Donc, la République, c'est lorsque le peuple se donne sa propre loi et n'est pas dépendant d'autre chose. Le peuple est souverain. Il n'y a pas de souverain au sens de monarque, il est lui-même en possession de son destin, il contrôle son destin. Ce qui est différent de la démocratie. La démocratie, il s'agit de l'exercice du pouvoir et pas seulement de la souveraineté. Et pour être ici très précis, la République est le régime de la liberté. Un régime où, puisqu'on se donne sa propre loi, eh bien, on est libre, on décide de son destin. Bon. Ce régime de la liberté-là, il a été celui de manière tout à fait, j'allais dire, idéalisée pour le coup, de la République romaine. La République romaine qui elle-même était déjà un régime mixte, puisqu'il y avait différents éléments. Mais peu importe. En tout cas, il a eu, si vous voulez, cette fonction de modèle, c'est-à-dire un régime de liberté absolue. Et avec, comme contrepoint, si vous voulez, l'Empire. Qu'est-ce que l'Empire? Son nom l'indique, l'Empire est un régime de domination. Domination d'abord interne, c'est-à-dire qu'un homme va exercer son empire, c'est le cas de le dire, sur les autres. Et ensuite, domination externe, puisque l'Empire, assez souvent, voire presque toujours, exerce la domination d'un peuple sur d'autres. Prenez un exemple canonique, l'Empire austro-hongrois, où la double monarchie d'Autriche et de Hongrie a dominé les Slovènes, les Serbes, les Albanais, etc. Prenez l'Empire romain, exemple encore plus canonique, où à partir d'une cité, eh bien, l'ensemble des peuples sont sous la coupe d'un homme, d'une loi, d'une monnaie, d'une langue, etc. Donc l'Empire est un système, d'ailleurs, qui a été de façon, là aussi, fictive, transposé dans Star Wars. Vous avez bien la République, régime de la liberté, et l'Empire comme système de domination. Et c'était déjà, au moment où Star Wars a été fait, une vision des États-Unis se disant comme le régime de la liberté face à l'Empire de la domination qui était l'Union soviétique. Donc vous voyez comment ce modèle de la République et de l'Empire, parti de Rome, si vous voulez, traversant la Renaissance, arrivant jusqu'à nos jours avec la guerre froide, est vraiment une sorte de couple extrêmement structurant dans la pensée politique. Donc ce régime de la liberté-là, qui a été une sorte de modèle appelé de ses voeux, a eu une existence, notamment en Italie, bien avant l'époque moderne, j'entends, où la République, comme vous le savez, a mis du temps à s'imposer, en particulier en France, mais il se trouve qu'en Italie, certaines cités, au sens non seulement de villes, mais de communautés politiques, ont été des républiques. Ainsi, Florence a été une république, elle a eu un moment de liberté. Et donc, si vous prenez ce moment particulier où Musset inscrit la pièce, il place la pièce 300 ans à peu près avant l'écriture, 1537, pour être extrêmement précis, et à un moment où la ville de Florence est dominée par un duc, et ce duc a été placé là par un empereur, qui est Charles Quint, avec la bénédiction du pape. Donc, vous avez un système de domination à plusieurs étages, si vous voulez. D'abord, c'est une domination interne, au sens où on a pris une république et on l'a, d'une certaine manière, remplacée par l'autorité d'un homme. L'autorité d'un homme, c'est ce que dit d'ailleurs à la deuxième scène de la pièce un orfèvre. Il dit oui, il y avait des qui étaient équilibrés, et on a pris une de ses familles et on l'a mis au pouvoir, et maintenant elle écrase complètement, avec une métaphore romantique qui dit ce qui fait que ça boite. Voilà. Sa boîte, ça n'est plus équilibré. Donc, non seulement domination interne, mais domination de surcroît, j'allais dire nationale, puisque, la pièce l'évoque aussi beaucoup, il y a des garnisons allemandes. Charles Quint, comme vous le savez, est un empereur Habsbourg, ça veut dire qu'il était bourguignon, mais son empire était basé dans les États germaniques. Donc, vous avez une armée allemande qui occupe une ville. Donc, c'est une ville doublement dominée, si vous voulez. Dominée en termes de régime politique, la République devenue un duché, un. Et deux, c'est une nation italienne, en tout cas une communauté italienne, avec une présence militaire allemande. On est donc dans une double tyrannie, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'un tyran? C'est bien ce qu'il faut comprendre pour comprendre la mesure du désenchantement et comment l'espoir de Lorenzaccio va se déployer contre celui-ci. Eh bien, le tyran, c'est d'abord l'usurpateur. Vous savez que la pièce, par exemple, Oedipe,
Oedipe roi s'appelle en grec Oedipe tyran, Oedipus tyrannos. Le tyran, c'est l'usurpateur. C'est celui qui a pris la place d'un autre. J'en avais parlé d'ailleurs au moment de Macbeth, souvenez-vous. Eh bien, cette usurpation fait qu'il y a une sorte de vice, de tâche de naissance, une tâche absolue, et qu'il y a le sentiment d'une injustice, d'un vol, de même que la Révolution a été confisquée pour Musset. Donc, non seulement le tyran n'est pas légitime, en plus, et c'est là que Musset est génial, il prend une figure, Alexandre de Médicis, qui est un bâtard, c'est-à-dire qu'il a une naissance qui n'est pas légitime, qui n'est pas légitime politiquement, il n'est pas légitime, si vous voulez, en termes biologiques, il est 2 fois illégitime. Et de surcroît, troisième dimension, il est un tyran au sens où il est dans le pur régime du caprice. La tyrannie, c'est le caprice. C'est-à-dire le fait que le bon plaisir prime sur tout le reste. Acte 1, scène 1, lorsque le duc enlève, plutôt achète, une jeune fille vendue par la famille, c'est très important, la corruption, il achète une jeune fille, il y a le frère de cette jeune fille qui dit « s'il y a des lois à Florence », il y a des lois à Florence, les lois n'ont aucune importance pour le tyran. Le tyran est au-dessus des lois, puisqu'il les fait, il les plie à sa guise. Et donc, cet homme, qui s'appelle Maffio, il dit « je me jetterai au pied du duc s'il y a des lois à Florence ». Donc il imagine se jeter au pied de l'autorité légitime pour demander justice. Mais il est au pied du duc. Il est littéralement au pied du duc, puisqu'il est à genoux devant lui, il ne sait pas que c'est le duc, il ne sait pas que celui auquel il veut demander justice est précisément celui qui est en train de violer la loi à son propre profit. Donc l'image est géniale, puisqu'on voit bien celui qui est censé être le maître de justice, la retourner à son profit, ou plutôt la violer de façon totalement, en toute impunité. Donc ce tyran l'est de façon triple, et la figure qui est montrée par Musset, avec toutes les manières de l'écrire, un garçon boucher, un valet de charrue, toutes les manières de grossièreté, si vous voulez, toutes les manières d'illégitimité, de bâtardise, la sensualité du personnage, qui, pour la Renaissance, n'est pas un problème. Le prince de la Renaissance était sensuel, prenez François Ier. Donc, ça n'est pas le sujet. Le sujet est que la seule chose qui m'intéresse est son bon plaisir. Les femmes, le vin, les fêtes, etc. Et comme il le dit à une amante qu'il a, la marquise de Ciblot, dans la pièce, mais qu'est-ce que je fais donc de mal? Je fais comme les autres. Donc une absence totale de conscience politique et d'enjeu, autrement dit, aucun sens de la raison d'État. Ce que montre ici la tyrannie, c'est que la raison d'État, plutôt l'enjeu de la chose collective, autrement dit ce qui fait la République même, c'est-à-dire le commun, n'a pas d'importance. Il n'y a plus de sens commun, si j'ose dire, il n'y a plus de sens de la communauté, il n'y a plus de sens du bien commun. Et c'est cette chose-là qui a été perdue avec la tyrannie. Chacun exerce son bon plaisir, seulement d'autres ont plus de moyens de l'exercer, en l'occurrence la classe dominante incarnée par le duc. Cette tyrannie, de surcroît, elle est particulièrement intéressante parce que elle s'applique, si vous voulez, avec une espèce de jubilation, dans une atmosphère de fête, dans une atmosphère, même j'allais dire, d'ivresse générale. Et donc le tyran, ici, est le représentant, soutenu par tout un ensemble de personnes, de groupes. Et c'est ce qu'explique très bien Étienne de la Boétie dans son essai de la servitude volontaire. Vous savez, la Boétie, cette figure comme le chant de Brassens, ami de Montaigne, qui est mort très jeune, ce qui a rendu Montaigne inconsolable, son meilleur ami, parce que c'était moi, parce que c'était lui, comme le dit Montaigne, et bien la Boétie a écrit un des textes politiques les plus importants de la servitude volontaire, dont l'autre nom est le contre un, contre une personne. Il essaie de comprendre pourquoi est-ce que les hommes se soumettent à un autre. Quelles sont les racines de la tyrannie? Et une des explications les plus fortes que donne la Boétie, c'est que chacun, en fait, presque tout le monde, disons, a intérêt à la tyrannie. Il a ce qu'il appelle des chaînes d'intérêt. Autrement dit, le tyran a autour de lui 5 hommes qui vont bénéficier directement de ce que fait le tyran. Et chacun de ces hommes en a son pour 5, qui, parce qu'ils ont un privilège, etc., et ainsi, la Boétie décrit les chaînes de la tyrannie qui descendent dans la société et qui font que
rationnellement, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que par rapport à un tyran, tout le monde ne prend pas les armes pour le zigouiller, ce serait tellement plus rapide? Eh bien parce qu'il y a un intérêt, qui est extrêmement bien montré par la Boétie. Donc, ici, la tyrannie n'est pas seulement un homme, et c'est pour cela que Lorenzo sait très bien qu'en tuant un homme, ça ne suffira pas, puisqu'il ne tuera pas les chaînes d'intérêt de la tyrannie, et que ça ne suffira pas, il le sait. Il est beaucoup plus lucide que d'autres figures de la pièce, plus idéalistes, qui eux pensent que tuer un homme permettra de changer le système. Alors, cette figure du tyran, elle est évidemment au cœur de la cité, et cette cité, elle est présentée comme une sorte de gigantesque carnaval. C'est extrêmement important. La pièce se situe entre deux carnavals. Et dans la mise en scène que je vais faire de la pièce que nous avons créée ici, à la ferme des Jeux, que nous avons répétée toute l'année, je salue d'ailleurs avec une grande fraternité les membres de l'atelier amateur, qui ont constitué le cœur de la cité, qui sont venus nombreux à cette séance. Eh bien, avec ce cœur qui va représenter la cité, nous allons montrer ce carnaval. Nous allons montrer comment la ville est dans une espèce de tourbillon qui reste, comment elle est prise dans un renversement. C'est que le carnaval, c'est le moment autorisé où toutes les soupapes sautent, c'est-à-dire qu'il y a une forme de libération des interdits, d'accord, une manière d'exutoire. On va pouvoir tout lâcher pendant un temps donné, tout ce qui était interdit devient permis, les petits insultent les gros, etc. Et donc, il y a un temps donné, qui est une sorte de libération provisoire des tensions sociales, etc., où on peut se livrer à tous les excès. C'est ce qu'étudie très bien Bakhtin, donc un théoricien russe, à propos de Rabelais, en disant Rabelais, c'est le carnavalesque, c'est le moment de l'inversion du monde, c'est le moment où tout est possible, ce qui est en bas de l'euro, etc. Mais pour un temps provisoire, c'est fondamental dans le carnaval, que le temps soit provisoire. Comme ça, il y a un retour à l'ordre après, et chacun a pu savourer cette espèce de moment de libération, mais surtout que l'ordre revienne après. Or, et c'est ça qui est fascinant, il n'y a pas de retour à l'ordre de façon, si vous voulez, structurelle dans le carnaval qui nous est présenté sous le tyran. Si vous prenez un film comme Gladiator, par exemple, qui est un assez bon film qui reprend un autre sur voilà, un empereur romain, eh bien, à un moment, que fait cet empereur qui est censé être l'empereur commode? Il dit, je décrète 250 jours de jeu dans l'année, sur 360. Du pain et des jeux. Autrement dit, créer, si vous voulez, cette atmosphère de carnaval, de divertissement, de jeu, etc., est une manière, pour le pouvoir tyrannique, de provoquer cette ivresse et d'assoupir complètement, d'engourdir toute volonté, toute conscience. Bon. Donc la pièce commence par un carnaval. Le duc dit, je dois aller chez le bal, je dois aller au bal tout à l'heure chez Nazi, donc il marie sa fille aujourd'hui. Et à la fin de la pièce, acte 5, scène 1, alors qu'on vient d'assassiner le duc, le cardinal dit, oui, le duc se repose, il était à la mascarade hier. Donc, un monde de masques, un monde de carnaval, un monde où on renverse avec un ballon dans les rues des étalages, où le monde de la nuit, en l'occurrence la noblesse, croise au petit matin les marchands qui viennent installer leurs étals. Deux mondes. Et vous pourriez penser que tous les ingrédients sont là pour une révolution. C'est ce que dit d'ailleurs un personnage, l'orfèvre, il dit, mais c'est scandaleux. Oui, mais le marchand lui répond, regardez, les belles étoffes dansent. Les belles étoffes dansent avec les nobles. Voilà les chaînes de l'intérêt et de la tyrannie. Donc, une partie du peuple a intérêt à ce que les nobles s'amusent et que les nobles fassent carnaval, parce que c'est ce qui permet au commerce de fonctionner. Mascarade, masque, circulation, circulation où le lait s'est changé en sang. Acte 1, scène 6, à la fin du premier acte, un groupe de bannis se forme et il lance une malédiction sur la ville de Florence, en disant « Malheur à toi et à la dernière goutte de ton sang corrompu ». Tout ce qui était le lait de la figure maternelle, Florence qui est un nom de femme, évidemment, ça n'est pas non plus un hasard, quand on est Gégane, on est complètement. Donc Musset choisit cette pièce parce qu'il y a une incarnation de la figure de Florence qui devient finalement le personnage principal de la pièce. Et Lorenzaccio, la pièce pourrait s'appeler Florenzaccio. C'est, vous savez, accio, ça veut dire, c'est un péjoratif, c'est une manière de dire de merde, de certaine manière. Ça veut dire le réseau de merde. Pardon pour le mot, mais c'est exactement ce que ça veut dire. C'est extrêmement dépréciatif. Donc, c'est une ville qui a été transformée en bourbier et où les humeurs ne circulent plus, où le corps social, qui voulait le caractère organique de la cité, est complètement déréglé parce que certaines choses ont été transformées en d'autres. Le lait a été transformé en sang. Et les images du sang, du vin répandu,
sont extrêmement nombreuses dans la pièce. Et d'ailleurs, dans la mise en scène, il y aura cette question de la circulation et la manière de voir comment il y a dérèglement de la cité comme corps. Et d'ailleurs, Florence, ça ne vous aura peut-être pas échappé, c'est très proche de France. Si vous enlevez l'eau à Florence, ça donne France. Et c'est aussi pour ça que, dans la pièce, vous avez évidemment le millefeuille dont je parlais. Sous la Florence de 1537, vous avez la France de 1834. Et ce que j'entends bien montrer, avec le spectacle qu'on va créer, c'est comment vous avez un écho à d'autres époques qui vont jusqu'à nous, et comment cette espèce de millefeuille historique nous interpelle, et comment nous y retrouvons notre propre questionnement. Donc, carnaval, simulacre, problème de circulation, et en même temps, une espèce de corruption à tous les sens du terme. La corruption, c'est d'abord le fait d'acheter les choses. Tout s'achète dans la pièce. Lorsqu'il fait sa grande confession, son autobiographie, au milieu exact de la pièce, acte 3, scène 3, Lorenzo évoque le moment où il séduit des filles. Et il dit « Je serre dans ma main quelques méchantes pièces d'or ». Au début, lorsque le duc enlève cette fille, qui en fait il l'achète, on lui dit « Dois-je frapper cet homme, Altesse ?» Le duc répond « Allons, frapper ce pauvre homme. Viens demain au palais, mon ami, nous te donnerons quelques ducats. » Les ducats venaient du duc. Donc, tout s'achète, la vertu, l'honneur, même un artiste qui se prétend absolument incorruptible. Acte 2, scène 2, Lorenzo est dans une église, il parle avec un prêtre, arrive un artiste, et qui commence à vanter les mérites de l'église, etc. Et Lorenzo ne cesse de provoquer cet artiste, durant ses baptêmes, le provoque en disant « Mais es-tu boiteux ou es-tu fou ?» Tu dis l'un et l'autre, tu es fou, parce que sinon tu ne te laisserais pas insulter par un homme en pleine rue. Et il ne cesse de provoquer pour voir jusqu'où l'artiste va affirmer son indépendance, son autonomie, etc. Et 2 scènes plus tard, l'artiste se retrouve à peindre le duc. Il a été payé pour cela par Lorenzo. Donc, cette corruption, si vous voulez, c'est d'une certaine manière le fait qu'il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'indépendance, et que la tyrannie peut à peu près tout se payer et donc tout se permettre. Corruption, bien sûr, au sens, j'allais dire, pathologique du terme, au sens où il y a une gangrène, où on constate comment une institution a dégénéré, comment il n'y a finalement pas de santé, et ce motif revient de façon extrêmement fréquente. La question de la médecine, comment peut-on soigner la cité? Et corruption, enfin, au sens moral, avec tout le propos sur le vice, lorsque Lorenzo dit que le vice, désormais, lui colle au visage, et qu'il est devenu un masque qu'il ne peut plus enlever. Et donc, cette manière d'avoir des valeurs qui ont été complètement détournées. Une cité donc en carnaval, une cité corrompue, et finalement, au-delà du tyran qui a détruit la République, au-delà de la cité qui est subvertie et corrompue, il y a finalement un peuple qui est complètement éclaté et qui donc, d'une certaine manière, n'a pas d'existence. Qu'est-ce que le peuple? Le peuple, c'est une notion sur laquelle tout le XIXe siècle a rêvé. On a pu dire d'ailleurs que la Révolution française, c'est le moment où le peuple lui-même devient héros. Souvenez-vous, on l'avait évoqué ensemble, nous avons fait le panorama sur cette histoire de l'héroïsme. Le peuple comme héros, certainement, mais qu'est-ce que le peuple? Dans la pièce Coriolan, par exemple, de Shakespeare, il y a une forme de confrontation entre, d'un côté, les classes populaires, la noblesse, et un membre des classes populaires, le tribun, qui représente les classes populaires à Rome, dit « Qu'est-ce que le peuple, sinon la cité ?» La cité, c'est le peuple. Et le terme peuple est extrêmement ambigu. Peuple peut vouloir dire beaucoup de choses. Un peuple peut être équivalent d'une nation, entre guillemets. Le peuple français, la nation française. Autrement dit, vous avez une approche nationale de la notion de peuple. Une autre acception du terme, c'est le peuple par opposition aux classes dirigeantes. Parti populaire, ça veut dire un parti, par exemple, ça peut vouloir dire qui n'est pas un parti pour les nantis, les riches, les classes dominantes, etc. Mais on peut aussi parler du peuple au sens citoyen. Alors, le peuple a voté. Donc ça fait au moins 3 sens. Au moins. Et évidemment, comme tous les concepts politiques quasiment, leur plasticité, leur complexité, leur caractère historique, le fait que chaque concept a un sens différent en fonction des moments donnés. Par exemple, si vous dites démocrate aux États-Unis, ça n'a pas le même sens que le démocrate en France. Le Parti démocrate
absolument pas le même sens aux États-Unis ou en France. Le terme républicain n'a pas le même sens aux États-Unis ou en France. Le terme républicain même n'a pas le même sens en fonction des époques. Donc, ces mots sont des écrans de fumée, non pas qu'ils ne veulent rien dire, mais ils veulent dire tellement de choses contradictoires en fonction des moments qu'il faut savoir exactement de quoi on parle. Qu'est-ce que le peuple dans leur nature? Extrêmement bonne question. Si le peuple, c'est ce qui n'est pas la noblesse, admettons, c'est-à-dire le marchand, l'orfèvre, les étudiants, donc voilà, les autres classes, ce qu'on appellerait, celui à notre époque, le tiers-état, d'accord, qui va quand même de la haute bourgeoisie jusqu'au mendiant, c'est-à-dire c'est 95% de la population. Autrement dit, c'est une classe qui n'en est pas une, puisqu'il y a tellement tout et son contraire. Admettons en tout cas que ça n'est pas la noblesse. Eh bien, ce peuple-là est absolument divisé dans l'orientation, complètement. Vous constaterez qu'il y a d'abord tous les âges. On va de Louise, qui est une jeune fille, qui a peut-être 15, 16, 18 ans, jusqu'à des âges beaucoup plus. Tous les âges, ça c'est normal, vous me direz, c'est la diversité de l'unicité. Absolument. En même temps, vous avez les différents métiers, et ces métiers ne dialoguent pas les uns avec les autres. Les bourgeois, marchands orfèvres, ils se croisent, ils s'interpellent pour faire commerce, mais il n'y a pas de traversée des classes, d'une certaine manière. Il y a juste des moments de rencontre et de dialogue. Et même au sein de chacun des groupes, il y a tout le temps une dualité. Ainsi, il y a un marchand et un orfèvre. Il y a deux bourgeois. Il y a deux étudiants. Tout est deux. Et pourquoi tout est deux? Parce que tout est dialectique. Autrement dit, tout est contradictoire. Ils ne sont jamais d'accord. Donc, il n'y a pas d'unité possible au sein des groupes, entre les groupes, et donc pas au sein du peuple en général. Autrement dit, le peuple n'existe pas comme une entité cohérente, constituée. L'orientatio est pour Musset la preuve que le peuple est une hypothèse impossible. Parce que la diversité éclate le peuple, et l'échec de la révolution dans la pièce, c'est l'échec de l'unité du peuple. Dès lors qu'un peuple peut s'unir, prenez la Commune de Paris, même pour un temps donné, prenez ce qu'on a appelé le peuple de Paris pour la Révolution française, d'accord, et bien là oui, il peut y avoir action collective. Ce que prouve la pièce de Musset, c'est l'action. Le changement historique est impossible s'il n'y a pas d'action collective unie. Et cette action collective unie, il en montre les limites, voire la faillite, de certaines manières. Donc cet éclatement-là, si vous voulez, fait que le peuple est l'espèce de grand absent. On a certes 60 personnages dans l'orientatio, on a beaucoup de catégories, on a finalement peut-être un moment où existe une hypothèse du peuple. C'est la troisième scène avant la fin de la pièce, acte 5, scène 6. Elle dure une page. C'est une scène où un groupe d'étudiants s'avance, et puisque le duc est mort et qu'il existe un petit moment avant qu'il se passe autre chose et qu'on nomme un autre duc, le peuple s'avance et dit « Nous voulons mourir pour nos droits ». Et là, un officier dit « Meurs donc ». Et il tue l'étudiant. La scène a duré une page, et c'est ainsi que Musset évoque toutes les révoltes étudiantes qui ont été écrasées au début des années 1830, qu'on retrouve par exemple dans Les Misérables, avec Gavroche, etc. Toutes ces barricades, si vous voulez, qui ont été laminées. Vous savez qu'il y a des théories des barricades comme dit Claude Sedelset, et vous savez d'ailleurs qu'à Paris, on a notamment percé les avenues pour beaucoup de raisons, mais aussi parce que ça permettait désormais d'empêcher les barricades et de faire passer les canons. Après, ça a évidemment révolutionné Paris comme Londres, mais en tout cas, il y avait aussi un objectif militaire qui était de pouvoir mater les révoltes urbaines. Donc, cette scène des étudiants, la seule scène sur toute la pièce où il existe un mouvement collectif, est, si vous voulez, l'expression directe de la faillite de l'action collective, et finalement la faillite d'un mouvement populaire, et donc d'une action sur l'histoire. Alors, vous me direz que tout ça n'est pas très optimiste, je vous l'avais dit, nous sommes en plein désenchantement. Nous sommes en désenchantement d'abord parce que la nature humaine, selon Musset, est, comme le dit Lorenzo, beaucoup trop préoccupée d'elle-même, et que cet échec est d'abord l'échec de la communauté de la cité. Et donc j'aimerais dans un dernier temps, après avoir évoqué le temps et la cité, parler du héros, et de ce héros qui évidemment est le catalyseur de tout ce désenchantement par rapport au temps et par rapport à la cité. Et comment est-ce que ce héros, d'une certaine manière, va braver jusqu'à cet impossible qu'il sait, il sait très bien qu'il n'arrivera pas à accomplir une révolution à Consoli, il le sait, mais il va, à la face du monde, dire sa vérité,
Et se perdre, certes, mais montrer au monde, à la cité, eh bien, son égoïsme, son impuissance et finalement son incapacité à changer le monde. Alors, prenons d'abord cet univers, ce système, pour comprendre comment il est organisé. Ce système est shakespearien vraiment dans son essence. C'est-à-dire que vous avez trois intrigues parallèles, non pas parallèles à vrai dire, mais trois intrigues qui se tressent avec un même enjeu, un même objet. Vous avez trois familles qui sont des familles aristocratiques. D'abord, la famille Médicis, grande famille, évidemment de Florence, qui a donné à la France pas moins de deux reines, Catherine et Marie, régentes depuis longtemps. Et donc, cette famille, extrêmement puissante, en Italie, a aussi donné des papes, etc. Donc, Alexandre de Médicis, qui est bien le cœur de la pièce, c'est ça que j'ai eu le plus grand mal à trouver le comédien pour le jouer, puisque c'est un pivot, et que ce personnage doit avoir assez de force et de puissance pour être fascinant, et en même temps être assez, assez tyrannique pour inspirer de l'effroi. Il faut une espèce de présence assez ambivalente, c'est quand même un prince de la Renaissance, ça n'est pas l'espèce de bourrin absolu qui est décrit par les autres. Il reste un Médicis, il dit d'ailleurs lui-même, j'ai chez moi tous les plus grands artistes, etc. En tout cas, il a toutes les formes de tard que j'ai évoquées. Il est légitime, il n'est pas aimable, il ne cherche pas à être aimé, il ne suit que sur mon plaisir, il n'est pas estimable comme prince au sens où Machiavel l'entend, autrement dit, comme quelqu'un qui règne, comme un souverain. Cette figure-là est l'objet de toutes les intrigues et de tous les enjeux de la pièce. La question pourrait être, dans la pièce, comment tuer Alexandre de Médicis. Autrement dit, porter à un autre niveau, et celui où Lorenzo et un autre personnage dont je vais parler longtemps, comment détruire la tyrannie pour instaurer la liberté. On a un enjeu qui est un enjeu concret, sur une personne, on a un enjeu politique qui dépasse la personne, et qui évidemment pense en termes de régime et de communauté. Alexandre de Médicis a un cousin, qui donne son nom à la pièce, Lorenzo de Médicis. Et ce cousin forme couple, je reparlerai évidemment de Lorenzo, il forme couple absolument avec Alexandre. On pourrait dire qu'il y a un principe masculin, un principe féminin. Un principe primaire, c'est-à-dire que Alexandre est dans l'immédiat, dans l'affect, dans l'instant, etc. Alors que Lorenzo, en termes de caractériologie, l'étude des caractères, on pourrait considérer qu'il est secondaire, c'est-à-dire qu'il réagit dans le temps. Lorenzo, pendant 2 ans, va planifier son coup. Pendant 2 ans, il va imaginer ourdir son complot seul, sans en parler à personne. Il faut imaginer que la première fois, pendant ces 2 années où Lorenzo avoue son plan, à savoir « je vais tuer un tyran », c'est au milieu de la pièce, et qu'avant, il n'a parlé à personne, dans une solitude totale. Donc, ce couple-là, qui est un couple à la fois de cousins, où le bâtard est au pouvoir et le légitime, comme le dit la mère de Lorenzo, tout l'appelait au trône. De 1, 7, 6, c'est ce que dit la mère de Lorenzo, elle dit qu'il avait tout pour devenir prince, il avait tout. Intelligent, éduqué, amoureux des arts et des lettres, etc. Et pourtant, c'est l'autre qui est au pouvoir, ce que l'on voit assez souvent d'ailleurs. Donc, ce couple-là va fonctionner dans une sorte de rapport de fascination réciproque, chacun étant fasciné par l'autre, et en même temps, tout le plan est une logique d'infiltré. On voit dans un certain nombre de films sur la mafia, d'ailleurs, comment est-ce qu'un homme va s'infiltrer pour arriver à tuer le chef, c'est devenu un motif assez récurrent. Voilà le couple Médicis central, si vous voulez. Et autour, vous avez, je l'ai dit, la mère de Lorenzo, qui voit la faillite de tous ses espoirs, comment tous ses rêves sont devenus des cauchemars. Vous avez la tante de Lorenzo. Ce clan des Médicis est au pouvoir et est lui-même divisé, déjà, avec de surcroît l'ombre portée sur Lorenzo, le fait qu'on ne sache pas qui il est exactement et ce qu'il pense. En tout cas, il y a tout un ensemble de regards contradictoires sur lui. J'y reviendrai également. Première logique, la logique des Médicis, si vous voulez, avec le pouvoir exercé par Alexandre et Lorenzo, son plan secret pour assassiner le duc. La deuxième famille, qui est la famille présentée comme républicaine, est celle des Strozzi. Les Strozzi sont gouvernés, pourrais-je dire, par un patriarche qui s'appelle Philippe. Et Philippe est une figure d'idéaliste absolu. C'est-à-dire que lui rêve de la République. Acte 2, scène 1, la République, il nous faut ce mot-là. Il est dans son cabinet, il l'imagine, et il trace une sorte de cité idéale. Et ce personnage, on va le retrouver, cette figure de l'idéaliste, au cours de l'histoire. On le retrouve chez Dostoïevski dans Les Possédés, par exemple. On retrouve cet homme de cabinet que les 48 arts
Par exemple, après la révolution ratée en France de 48, on appellera ces hommes-là les vieilles barbes. Ceux qui ont des rêves et qui ne passent pas à l'action et restent dans leur cabinet imaginé. Et toute une génération de révolutionnaires après, à la fin du siècle, va, d'une certaine manière, vouloir casser cet idéalisme inactif. Philippe, idéaliste absolu, a un fils, il y en a plusieurs d'ailleurs, il a un fils qui s'appelle Pierre. Et ce Pierre-là, lui, n'a pas de projet politique, mais il veut agir tout de suite. Il veut passer à l'action, il veut faire un coup de main. Donc vous avez au sein même des Strozzi une division. C'est-à-dire que l'idéaliste n'a pas de main, comme le dit Kant, c'est-à-dire que c'est un idéalisme qui n'a pas d'action. Et puis de l'autre côté, vous avez un homme d'action qui n'a pas de projet. Cette division-là, cette absence d'unité possible entre l'idée et l'action, va être la cause de l'échec des Strozzi. Enfin, troisième logique, la logique des Cibot, c'est-à-dire la famille Cibot, où il y a une marquise et un cardinal, avec un marquis qui disparaît très vite. Et la marquise, elle, décide d'accepter, de céder aux avances du duc, qui tente de la séduire, et elle devient, alors qu'elle est mariée, heureuse en mariage, avec un enfant, etc., elle devient la maîtresse du duc parce qu'elle veut le convertir à la liberté. Elle veut faire en sorte de l'inspirer pour qu'il devienne autre, qu'il se transforme. Et cette marquise elle-même, elle est en dialogue avec un cardinal, qui est son beau-frère, et ce cardinal, lui, est dans une logique de contrôle du pouvoir, une sorte de figure machiavélienne, de prêtre, qui essaie absolument de mettre la main sur la marquise pour que celle-ci mette la main sur le duc. Autrement dit, si vous voulez, vous avez une logique là, sentimentale de la part de la marquise, qui se dit « je vais convertir l'homme et changer son cœur », et vous avez une logique froide, calculatrice d'un homme d'église qui dit « je vais contrôler et je vais manipuler ». Chacun des deux échoue parce que chacun des deux est incomplet et que les deux n'arrivent pas à se réunir. La manipulation d'un côté, le sentimentalisme de l'autre. Autrement dit, chacune des trois logiques donc, qui a le même objectif, c'est-à-dire se débarrasser du duc et donc de la tyrannie, va à l'échec parce qu'il y a contradiction et division. Chez les Cibot, sentimentalisme et machiavélisme. Chez les Strozzi, idéalisme et activisme. Et, vous me direz, Lorenzo, oui, Lorenzo réussit son coup. Il réussit à planter son épée dans le cœur de Philippe, d'Alexandre. Il réussit, à la fin de l'acte 4, le meurtre. Oui, mais tout l'acte 5 de la pièce est une répétition du début. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que Lorenzo a expliqué au milieu de la pièce, après qu'on a passé notre temps à nous demander qui est Lorenzo, que pense-t-on de lui, etc., avoir des portraits contradictoires, lorsque nous passons en caméra subjective et que nous comprenons sa logique, sa motivation, et pourquoi il va tuer le duc, après, il réussit à effectuer son meurtre, et une fois qu'il a réussi cela, tout l'acte 5 est la négation de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que tout va revenir au début en pire. C'est-à-dire que le carnaval va recommencer en pire, qu'on va donner à la place du duc un enfant qui sera complètement manipulé par l'Église, qu'on va, de surcroît, reprendre les mêmes intrigues, c'est que les petits, la vendetta va continuer entre les familles qui vont se détester, etc. Donc la pièce, c'est pour ça que ceux qui coupent l'acte 5 n'ont rien compris, exprime bien comment est-ce qu'on revient au point d'origine, là la Révolution a fait son cours complet, mais sans aucune transformation, au contraire les choses sont pires. Elles sont absolument figées et il n'y a pas de progrès, et l'action de Lorenzo n'aura servi à rien, puisqu'au contraire, il devient un paria, et il est liquidé, assassiné, avec le monde entier qui lui en veut, et une espèce de sentiment d'échec total. Donc ce désenchantement radical, si vous voulez, il montre bien comment les trois logiques aboutissent à un triple échec de la transformation du monde, de la transformation de la société, et comment finalement, et ça sera mon dernier point, Lorenzo est une figure du héros profondément désenchanté, profondément divisé, et il est d'une certaine manière, je l'ai dit, le catalyseur et le point d'expression de tout ce que nous venons de décrire. C'est-à-dire un sentiment d'un temps qui est un temps de décadence radicale, d'une révolution qui est un point de retour à l'origine, et pas du tout un progrès. L'expression d'une cité qui est éminemment corrompue, c'est-à-dire qui ne fonctionne plus et dont les valeurs ont été retournées, dont le masque finalement est devenu la réalité, dont la mascarade est devenue le perpétuel être, une cité qui finalement préfère se divertir sous la tyrannie plutôt que d'avoir le courage d'une action politique et de créer une république, et finalement une cité où chacun va conduire sa propre route, et lorsque, arrivé au terme de son parcours, il va dire à Philippe,
tu penses que je méprise les hommes, tu te trompes. Et je vais vous citer cette réponse magnifique que je fais Lorenzo. Tu veux faire de moi un mépriseur d'hommes? Acte 5, scène 2. C'est me faire, je peux vous la citer de tête, mais je préfère la citer de façon absolument juste. Voilà. Tu aurais déifié les hommes si tu les méprisais. Je ne les méprise point, je les connais. Je suis très persuadé qu'il y en a très peu de très méchants, beaucoup de lâches, et un grand nombre d'indifférents. Donc, cette espèce d'anthropologie négative, pourrais-je dire, c'est-à-dire le sentiment qu'une action héroïque individuelle ne peut pas aboutir parce qu'elle n'est pas relayée par la communauté, elle n'est pas relayée par une cité qui est trop éclatée et trop constituée d'indifférents, justement, eh bien, c'est finalement la racine du désenchantement de Lorenzo. Et Lorenzo, figure fascinante, c'est un personnage millefeuille au sens où il est composé de nombreuses strates. D'abord la strate de l'idéaliste, celui qui, au début, a cru que la liberté était possible. Dans son autobiographie, il dit « J'étais un jour en train d'étudier, et puis est passé au-dessus de moi l'idée de la liberté, et j'ai juré, ce jour-là, que je tuerais un tyran de ma main. » Donc cette espèce de projet abstrait quasiment, de tuer un tyran, mais n'importe quel tyran. D'abord, il explique qu'il a voulu commencer par le pape, et puis il a reporté sur Alexandre ce désir de pureté, ce désir de révolution. Donc c'est finalement la destruction d'une idée tyrannique que Lorenzo entreprend de faire. Et là, cet homme, poète, esthète, ami des arts, ami de la liberté, va entreprendre le chemin le plus détourné et en même temps le plus sûr. Et ce chemin passe par les ténèbres. Comme le dit pour le coup Hugo Hernani, ad augusta per angusta. Ad augusta vers des choses hautes, vers des choses augustes, per angusta à travers les chemins étroits. Pour arriver au cœur d'Alexandre, Lorenzo va prendre le masque du vice. Il devient finalement ce qu'il déteste, ce qu'il exècre. Il devient l'entremetteur, il devient le dénonciateur, celui qui va dénoncer les républicains. Il devient honni, méprisé par tous, et finalement on assiste à une véritable aliénation de ce personnage, qui devient étranger à lui-même. D'ailleurs, une scène forte de la pièce, c'est lorsque sa mère lui raconte un rêve, où elle a vu Lorenzo, de 2 scènes 4, elle a vu le spectre de Lorenzo venir. Elle le voit se dédoubler. Et on sait que c'est cette autoscopie, c'est-à-dire le fait de se voir soi-même, c'est une expérience que Musset a fait lui-même. Il s'est promené dans la rue un jour et il s'est vu venir à sa propre rencontre. Donc, de soi, cette espèce de division du sujet, d'éclatement, le fait d'être à la fois l'idéaliste pur de l'origine et d'être devenu le vicieux, le lâche, le ruffian, dans une scène de délire au début de l'acte 3, il voit tous les noms qu'on lui donne. Et donc, il a cette dualité profonde qui n'est pas avec simplement une origine pure et un masque de vice, comme il le dit, il est devenu les deux. Il est devenu cette espèce de dualité qui fait que le personnage a toute la complexité d'un Hamlet, par exemple, avec ce désir d'action et cette incapacité. Donc il y a ici à la fois le désir de pureté et le devenir vicieux du personnage, vicieux pas seulement au sens moral, mais au sens, disons, le plus radical, politique. C'est-à-dire qu'il est lui aussi devenu un aide du tyran, il est devenu celui qui permet l'exercice de la tyrannie, qui permet le bon plaisir capricieux du tyran. Et donc cette aliénation, elle va, et ce sera point de conclusion, elle va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à commettre son acte en en connaissant l'inanité et la stérilité. Et je vais vous lire la toute dernière réplique de Lorenzo, lorsque Philippe le met au défi et lui dit « Pourquoi vas-tu tuer le duc si tu sais que ça ne servira à rien? À quoi bon? Pourquoi ?» Voici la réponse de Lorenzo. « Mais pourquoi tueras-tu le duc si tu as des idées pareilles? Pourquoi? Je me le demande. Si tu crois que c'est un meurtre inutile à ta patrie, pourquoi le commets-tu? Je me demande cela en face. Regarde-moi un peu. J'ai été beau, tranquille et vertueux. Quel habile tu mourras. Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre? Tu donc, je m'empoisonne, que je saute dans l'Arnaud?
Veux-tu donc que je sois un spectre et qu'en frappant sur ce squelette, il n'en sente aucun son? Si je suis l'ombre de moi-même, veux-tu donc que je rompe le seul fil qui rattache aujourd'hui mon cœur à quelques fibres de mon cœur d'autrefois? Songes-tu que ce meurtre, c'est tout ce qui me reste de ma vertu? Songes-tu que je glisse depuis 2 ans sur un rocher taillé à pic et que ce meurtre est le seul brin d'air où j'ai pu cramponner mes ongles? Crois-tu donc que je n'ai plus d'orgueil parce que je n'ai plus de honte? Et veux-tu que je laisse mourir en silence l'énigme de ma vie? Oui, cela est certain si je pouvais revenir à la vertu. Si mon apprentissage du vice pouvait s'évanouir, j'épargnerais peut-être ce conducteur de bœufs. Mais j'aime le vin, le jeu et les filles. Comprends-tu cela? Si tu honores en moi quelque chose, toi qui me parles, c'est mon meurtre que tu honores. Peut-être justement parce que tu ne le ferais pas. Voilà assez longtemps, vois-tu, que les républicains me couvrent de boue et d'infamie. Voilà assez longtemps que les oreilles me teintent et que l'exécration des hommes empoisonne le pain que je mâche. J'en ai assez de me voir conspué par des lâches sans nom, qui m'accablent d'injures pour se dispenser de m'assommer comme ils devraient. J'en ai assez d'en s'en branier en plein vent le bavardage humain. Il faut que le monde sache un peu qui je suis et qui il est. Dieu merci, c'est peut-être demain que je tue Alexandre. Dans 2 jours, j'aurai fini. Ceux qui tournent autour de moi avec des yeux louches, comme autour d'une curiosité monstrueuse rapportée d'Amérique, pourront satisfaire leur gosier et vider leur sac à parole. Que les hommes me comprennent ou non, qu'ils agissent ou n'agissent pas, j'aurai dit tout ce que j'ai à dire. Je leur ferai tailler leurs plumes si je ne leur fais pas nettoyer leurs piques. Et l'humanité gardera sur la joue le soufflet de mon épée marqué en traits de sang. Qu'ils l'appellent comme ils voudront, Brutus ou Érostrate. Il ne me plaît pas qu'ils m'oublient. Ma vie entière est au bout de ma dague, et que la Providence retourne au moins la tête en m'entendant frapper. Je jette la nature humaine à pile ou face sur la tombe d'Alexandre. Dans 2 jours, les hommes comparaîtront devant le tribunal de ma volonté. Absolument génial, comme l'ensemble de ces moments uniques où vous avez à la fois une espèce de désespoir des enchantés, et puis cette lucidité absolue, et ce geste qui va jusqu'au bout. C'est pour ça, et je terminerai là-dessus, que Lorenzo est un héros. Il est un héros, un peu à la manière, avant de nous dire de Macbeth ou de Merteuil, parce qu'il poursuit son acte jusqu'au bout, malgré l'exécration des hommes, parce que son geste est un défi adressé au monde, une manière de mettre le monde, la société, au pied du mur de sa propre réalité, de sa propre inconséquence, et finalement, ce qui nous donne à voir et à faire, c'est le défi de notre propre liberté. Et sans doute, est-ce pour cela que cette pièce continue, dans cette espèce de noirceur désenchantée, à nous enchanter, comme un pur moment de théâtre, parce qu'elle est un vertige, et que ce vertige, c'est déjà un projet, que cette tension entre l'idéal et les enchantements, et que nous, qui sommes aujourd'hui complètement désenchantés, avons encore besoin de cette dynamique-là. C'est pour ça que revenir à Lorraine Show est, à mon sens, un progrès. Merci. Merci beaucoup. Un moment pour des échanges et des questions rapides, si vous avez... Et j'ai beaucoup parlé parce que vous aurez compris, cette pièce me passionne. J'espère que vous le verrez lorsque la pièce sera mise en scène. Et je vous l'incite d'ailleurs, créer à la ferme des jeux. Nous répétons ici, nous créons ici, voilà, à la saison qui vient. Et voilà, c'est évidemment une pièce fleuve que nous propose. Et la parole est à vous. Sur la connaissance de l'histoire italienne qu'a Musset. Parce que quand chaque personnage est fouillé, moi je vais en prendre qu'un qui m'intéresse, puisqu'il a mon âge, c'est Pala Rucellai. Ce Pala Rucellai, de 5, c'est une 2, je crois, dit: laissez-moi, j'ai 62 ans passés, ainsi vous ne pouvez plus me faire grand mal désormais. J'ai fait des recherches à partir de là, parce que je me suis dit, qui est cet homme? Les accusés qui, comme pour rien à faire de rien, puisqu'il a 62 ans, il peut se mouiller, si je puis dire. Et ce Rucellai, en 1517, Machiavel, dont vous avez parlé, a écrit les discours sur Pupille et il a dédié certains des chapitres justement à cette famille, Rucellai. Bon, Rucellai dit ça, c'est-à-dire que c'est le fondeur du Conseil d'élite. Or, dans l'histoire,
il apparaît que Roussillon, après ce claquage de porte, a été spolié de ses biens parce que justement il avait pris cette position. Donc la question est toujours la même. Musset, on connaît un peu Musset, il n'a pas vécu très longtemps. D'où venait cette connaissance du monde italien? Alors, excellente question. D'abord, comme beaucoup de romantiques, Hugo était un... Vous vous rappelez, je vais parler d'Hugo dans l'instant, mais Musset comme Hugo est un fort en thème. C'est-à-dire qu'il y avait une connaissance de l'histoire latine, des lettres extrêmement grande. Vous savez qu'il a écrit dans la nature à 24 ans. Donc il y a une espèce de précocité absolue. Et une chose aussi liée à l'enseignement des humanités, on peut se demander comment Hugo aussi avait toute cette culture classique. La connaissance du monde italien, elle vient par différents points. Elle vient par Georges Sand notamment, du voyage en Italie. Il faut savoir que la pièce a été tirée d'abord d'un premier geste de Georges Sand et que Musset a fait des recherches. Après, et c'est là que notre question est à mon avis très intéressante, Musset déplace un certain nombre de choses pour servir son propos dramatique. C'est pour ça que c'est une vraie création. Par exemple, le personnage de Philippe Strozzi n'est absolument pas le modèle de vertu que présente Musset pour en faire un contrepoint au duc. Si vous voulez, Lorenzo est entre Philippe et le duc, entre une figure d'idéaliste et une figure de cynique, pour aller vite. Et en fait, le Philippe Strozzi historique était lui-même un grand seigneur relativement débauché, enfin, c'était un adversaire politique du duc. Donc ce que je ne sais, non pas forcément un chef des républicains au sens où on entendrait. Donc il y a de la part de Musset, un peu comme chez Shakespeare lorsqu'il prend la figure de Richard III, qui la déplace pour servir son propos, une réinterprétation des personnages. Est-ce que ça veut dire qu'il connaissait certains points d'histoire ou est-ce que simplement il les a ignorés ou transformés? Je pense qu'il faudrait entrer dans un détail très précis pour se demander à chaque cas ce qui se passe. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un traitement artistique de la matière pour que ça compose des personnages qui non plus simplement des figures historiques. Et dans le cas de Bouchelay, je pense que s'il connaissait ce fait, c'est ironique, c'est de ne plus rien de faire aujourd'hui, alors qu'effectivement après, mais à la limite, si on le sait, c'est encore mieux, mais on peut très bien rentrer dans la pièce sans avoir, si vous voulez, ce substrat historique et cette connaissance voilà, effective des faits. D'autres questions? Vous n'êtes pas trop désenchanté, j'espère. Vous de remarque? Comment se fait-il que la marquise Cibot confie à son beau-frère sa vie spirituelle, étant donné que ce sont deux caractères opposés? Alors, d'abord, comme elle le dit elle-même, elle n'a aucune idée de ce qu'est le cardinal réellement. Elle dit, il est frappant de voir comment un homme sort de lui-même après tant d'années de silence. Donc il y a un certain nombre de révélations, si vous voulez, qui ont dans la pièce, lorsque Lorenzo confie qu'il est à Philippe en disant « Je te suis précieux en effet car je tuerai Alexandre », et lorsque le cardinal lève le masque, il le fait pour la première fois. Donc la marquise, les apartés du cardinal sont pour nous, pour le public, elle n'a aucune idée de sa réalité. Alors après, les caractères opposés, dans ces familles-là, la proximité, si vous voulez, le lien, a fait qu'elle a choisi son beau-frère. Elle le dit d'ailleurs, c'est une erreur de prendre un parent pour confesseur, elle le reconnaît elle-même. Mais c'est une pièce avec des degrés, des masses, avec la conscience des personnages est très différente. C'est que Lorenzo est celui qui a la conscience la plus grande, le cardinal aussi. On peut lire la pièce comme un duel entre le cardinal qui est le seul qui voit clair dans le jeu de Lorenzo, qui n'arrête pas de mettre en garde le duc, en disant faites attention, etc. Donc il y a des degrés de lucidité divers. Et évidemment, la marquise, qui n'est pas complètement aveugle, n'a pas la lucidité pour pénétrer le cardinal avant la fin de la pièce. D'ailleurs, le nom du cardinal, je crois que c'est Malaspinas. Oui, Malaspinas. Qui veut dire en espagnol mauvaise épine. Oui, oui. Mauvaise graine. Oui. Cela dit, on peut défendre ce pauvre cardinal parce qu'à mon avis, au-delà de la figure complètement machiavélique, il a une intelligence politique. C'est qu'il a un projet qui est effectivement d'établir son pouvoir et celui de l'Empire, mais pas seulement. Il veut aussi préserver la cité de l'Empire. C'est une sorte de conservateur qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de désordre. Et ce qui va absolument réussir. S'il n'était pas intervenu à la fin, il y avait une révolution, et de son point de vue, ça aurait été une catastrophe. Donc ce qui m'intéresse en tout cas en tant que metteur en scène, c'est de présenter chacun des points de vue des personnages. Et si on les condamne
ça n'a aucun intérêt. Et si on fait du cardinal, une figure qui se frotte les mains, il y a vraiment volonté. C'est comme chez Shakespeare, chacun a ses raisons. Si vous voulez. Une autre question? Quand vous avez évoqué le désenchantement, j'ai eu l'impression que de toute façon vous me parliez aussi de notre époque maintenant. Et je voulais savoir si on pouvait, en prenant un personnage quand même plus ancien, faire un rapport entre le Reznaccio et puis le Caligula de Camus. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir ou ce sont deux électrons libres? C'est une excellente remarque. Alors, c'est passionnant comme question. Caligula, Camus l'écrit après la Deuxième Guerre mondiale. Et il prend cet empereur fou, qui n'a rien que 4 ans d'être assassiné, comme une sorte de modèle de la question de la liberté. Ça veut dire, comme il le dit tout au début de la pièce, je veux la lune, je veux tout, je veux l'impossible, et je vais montrer que tout est possible dans la position du tyran. Et là, effectivement, il va commettre tout ce qui lui passe par la tête, littéralement. Donc, c'est une tyrannie que j'appellerais philosophique. Il y a un projet chez Caligula, qui est de pousser les hommes dans leur retranchement et de montrer que le tyran est le seul libre, et finalement une espèce d'impossibilité à atteindre ce qu'il appelle la lune, et d'aller jusqu'au bout cette espèce de délire de liberté d'un seul homme contre tous, avec tout ce que ça rencontrait de folie, de nommer son cheval consul, etc. Il n'y a pas de projet philosophique, si vous voulez, chez le duc. Il y a une jouissance personnelle. Il y a un projet philosophique chez Lorenzo. Donc les deux, à mon avis, les deux figures qui se raccompagnent, qui sont des deux côtés de la barrière, l'un empereur, si vous voulez, et puis l'autre idéaliste qui veut... Mais les deux mettent en question la liberté. Là, c'est pour ça que je trouve votre question passionnante, c'est qu'il y a un questionnement de que signifie soit atteindre la liberté, enfin la rétablir, voilà, penser au bonheur de l'humanité, donc à la liberté, ou que signifie à l'échelle individuelle, puisque seul Caligula est libre, c'est ce que dit d'ailleurs Hegel, il dit que dans la tyrannie, enfin dans l'Empire, un seul homme est libre, voilà, qui est l'empereur. Les autres ne sont pas libres. Bon. Donc, à mon avis, il y a d'abord cette question, ils sont des deux côtés de la liberté. Ensuite, deuxième chose, Camus écrit après la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où, évidemment, il y a une crise radicale du sens, qui n'est pas simplement la crise de l'idée révolutionnaire, ou une sorte de désenchantement, ça va beaucoup plus loin. Entre le désenchantement et l'absurde, si vous voulez, il y a un seuil considérable qui est franchi. Enfin, un siècle s'est passé, et quel siècle? Donc, à partir de là, je dirais qu'il y a une pureté philosophique, enfin, la question chez Caligula qui va plus loin. On est passé sur le registre de l'absurde. Mais il y a évidemment, à mon avis, un grand intérêt à présenter ces deux figures en bien. Je ne sais pas si je vous réponds complètement, mais la question mériterait d'être vraiment développée. C'est très intéressant. Autrement dit, je pense que les deux sont absolument révélateurs de deux moments historiques critiques où on s'est posé la question de la liberté individuelle et du destin collectif. Voilà, et de l'articulation entre les deux. Une autre question? Eh bien, sur ce silence, j'espère enchanté, oui. Nous allons presque vous laisser partir, mais nous avons une annonce très importante à faire, au moins, voire deux, puisque nous allons parler après du désenchantement, le barbarie. Voilà, donc on a envoyé notre newsletter samedi, et puis on va vous faire passer l'information individuellement rapidement. Et donc, pas ce samedi, mais l'autre, le samedi 15 mars, donc dans le cadre de la semaine hommage à Georges Semprin de la municipalité, nous organisons donc avec la municipalité, la compagnie, une journée de table ronde sur le thème de l'art contre la barbarie. Le matin, il y a une première table ronde qui s'intitule « Les formes de la mémoire » et donc 3 personnes vont discuter, dialoguer ensemble autour de cette thématique. Donc Gérard Garuti, metteur en scène notamment du spectacle Reine à la lumière d'un violon, Arthur Noziciel, qui est donc le directeur du Centre dramatique national d'Orléans et qui a mis en scène notamment au Festival d'Avignon Yann Karski, Mon nom est une fiction, et Sylvie Maton, qui est écrivaine et journaliste et qui est spécialiste en France du génocide de Srebrenica. Et donc il a écrit à la fois un roman de fiction, Océane et les barbares, et un essai très factuel et très historique. Voilà, donc ça ce sera le matin. L'après-midi, c'est une table ronde sur l'art comme arme, donc les armes du combat. Donc là, on recevra des artistes qui
ont fait de leur art un moyen de combattre. Donc, on reçoit un artiste syrien, Ahmad Ali, qui est donc exilé en France. Nous recevons Dieudonné Nyanguna, qui est donc metteur en scène originaire du Congo, qui était artiste associé au Festival de la jeunesse cette année. Qui, pour survivre au Congo notamment, parce qu'ils sont trouvés il était tué, qu'il écrivait sur ses chemises qu'il avait tous les jours. Enfin, il va raconter comment, avant de devenir artiste associé d'Avignon, il a traversé, si vous voulez, les guerres ethniques au Congo et voilà, faire part de son témoignage comme auteur et comme voilà, comme être qui a survécu à tout ça. Et le dernier héritier est Milomir Kovacevic, qui est un photographe, qui était habitant de Sarajevo avant 1992 et qui s'est retrouvé donc pendant le siège à habiter et à photographier. Et donc là, c'est très intéressant puisqu'en fait, il était à la fois habitant et donc vivant ce quotidien, en même temps photographe, et donc une approche artistique de la question très différente des photographes reporters, grands reporters qui venaient, qui passaient un mois, 2 mois, qui repartaient. Voilà, lui, il avait vraiment vécu de l'intérieur, donc là aussi, il a de très très belles choses à raconter. Et donc ces débats durent 3 heures à chaque fois, puisque il y aura des intermèdes artistiques avec un comédien qui va faire des lectures, les artistes qui vont présenter leur travail, commenter leurs œuvres, des extraits vidéo, des spectacles donc, qui ne peuvent pas venir en entier pour la journée, mais voilà, pour que vous voyez d'où parle chacun de ces artistes. C'est important vraiment de connaître d'où ils parlent, leur expérience, leur vécu. Et la soirée, donc nous avons une soirée donc, de 19h à 20h30. Nous allons projeter le documentaire de Inmedeb qui s'appelle Electro Shahabi, qui est donc une réflexion sur la manière dont la musique électro-populaire là-bas, en Égypte, pardon, fait passer des messages contre le pouvoir, mais de manière sous-jacente et pas frontale, et qui donc irrigue vraiment toute la population populaire, et donc pas les couches hautes de la société. Donc voilà, commence à aussi irriguer la révolution en Égypte. Voilà, donc une journée intense. N'hésitez pas à venir, parce que je pense que ça va être riche et très poignant, et à faire passer l'information autour de vous, pour qu'il y ait le plus de monde possible qui assiste à ce débat. Voilà, c'est assez exceptionnel, c'est des artistes qui sont réunis pour la première fois, qui sont chacun les porteurs d'une partie de l'histoire, et une histoire évidemment extrêmement intense, que ce soit l'ex-Yougoslavie, que ce soit l'Afrique, que ce soit la question de la Shoah. Enfin, voilà. Donc il y a un faisceau, si vous voulez, d'expérience et surtout d'art engagé contre la barbarie. C'est une belle manière de rendre hommage à cet emprunt. Et puis l'équilibre entre les discussions, moi je participe aux 2 tables rondes, d'abord comme intervenant et comme modérateur de la deuxième. Surtout au-delà des discussions, il y aura ces extraits d'œuvres que nous allons vous présenter. Donc c'est un moment assez exceptionnel, je dois dire, avec des personnalités qui, je pense, vous marqueront. Voilà. C'est vraiment des œuvres et des êtres et des parcours assez fascinants. Voilà. En tout cas, Gabriel a conçu cette journée dans cet esprit. Voilà. Et puis, donc, n'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements, écrivez-moi. Si vous voulez vous inscrire, qu'on ait un petit peu une idée de combien il y a de personnes qui vont venir, inscrivez-vous aussi. Par exemple, ce soir, tout le monde ne s'était pas inscrit, donc j'ai peur qu'on ne rentre pas tous dans cette salle. Et puis pour conclure, la prochaine conférence, mercredi 2 avril à 19h, ici même, comme d'habitude, sur les héros du sursaut, autour de Cyrano de Bergerac. Voilà. Et puis, dernière petite chose, excusez-moi, tout le monde n'a pas eu le petit dépliant parce que donc, on n'en avait pas fait assez. Si vous le voulez, dites-le moi, je vous l'enverrai par mail, je l'ai en format numérique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.